Nous entamons notre deuxième semaine d'audition en recevant les fondatrices du groupe de travail Respect, qui s'appelle Pour réactivité, éthique, sécurité, professionnalisme, efficacité, confiance et transparence. Madame Caroline Bonmarchand, vous êtes productrice de films et vous avez notamment eu à gérer un problème sur l'un de vos tournages. Le réalisateur a été accusé de viol par un technicien. Vous avez pris à cette occasion une décision courageuse et, à mon avis, unique, salutaire, sur laquelle nous reviendrons probablement, ce qui vous a inspiré, je crois, la création de ce groupe de travail dont vous allez aujourd'hui nous présenter les travaux avec vos deux cofondatrices. Madame Alice Girard, vous êtes également productrice et avez été avocate pénaliste dans une vie antérieure, c'est pas banal. Vous avez également eu à gérer et prévenir des violences sexistes et sexuelles sur l'un de vos tournages, Madame Fabienne Sylvestre. Vous êtes la cofondatrice et la directrice du Lab Femmes Cinéma, qui s'est beaucoup impliquée dans le groupe de travail Respect. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant notamment. Je vous remercie de venir aujourd'hui présenter les conclusions de votre groupe de travail qui intéresse nécessairement le rapporteur Erwan Balanant à ma droite et les autres membres de cette commission qui, comme vous, vont travailler pendant 6 mois pour aboutir à, je l'espère, autant de propositions constructives et surtout une loi qui permettra de protéger les personnes. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire toute la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite, micro ouvert s'il vous plaît, et à dire « je le jure ». Je le jure. Il faut éteindre le micro pour... Voilà, allez-y. Je le jure. Il faut éteindre le vôtre, Madame Bonmarchand. Merci. Je le jure. Merci, je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, merci tout d'abord d'avoir repris les travaux de cette commission. Merci également de nous avoir associés à cette réunion. Alors, je veux juste faire une introduction en 3 points. Tout d'abord, pour vous dire que nos travaux s'inscrivent dans un mouvement global et antérieur de lutte contre les violences. C'est des travaux qui ont été permis par des nombreuses prises de parole dans le secteur, des paroles puissantes, des paroles fortes de personnes dont vous avez notamment déjà auditionné. Ils sont construits en complémentarité et grâce également à toute une série de mesures qui existent déjà et qui ont notamment été mises en œuvre par le CNC. Ceci étant, évidemment, si il n'y avait aucun trou dans la raquette, si vous me permettez cette expression, nous n'aurions pas eu besoin de travailler pendant ces longs mois pour élaborer en fait ce rapport. Donc, il vise à compléter. Deuxième point d'introduction, vous dire que c'est une boîte à outils, la boîte à outils Respect, qui répond vraiment au principe, ce sont ceux qui font, qui savent. Donc, c'est en fait vraiment une contribution qu'on a voulu extrêmement pragmatique, qui vient de professionnels du secteur, de gens qui font des films, qui les produisent, qui les diffusent, qui en assurent l'exploitation. Et il s'adresse donc également à des professionnels, mais également au pouvoir public. Une fois qu'on a fait ce rapport, encore une fois, est maintenant entre les mains des professionnels. Et on aura aussi besoin de l'aide des pouvoirs publics pour qu'il devienne une réalité et pas simplement un rapport de plus. Dernier point d'introduction, pour vous dire que pendant toute la durée de nos travaux, notre priorité est vraiment absolue. Ça a été la protection des victimes et la lutte acharnée à mener contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel dans notre secteur. On a placé les victimes au centre et au-dessus de toutes nos réflexions en considérant que ce n'était pas non plus contradictoire avec le fait de remettre le droit et la raison au centre de nos travaux et de nos réflexions. Alors, sur la méthode de travail, on s'est rendu compte qu'en effet, souvent, les situations provoquaient des réactions à chaud qui étaient parfois un peu éloignées de la raison, du droit et du respect de principes fondamentaux.
Et du coup, on a souhaité travailler, et c'est ça qui est singulier dans nos travaux, sur le temps long, c'est-à-dire que nous nous sommes donné plus de 6 mois pour réfléchir à ces questions. Nous nous sommes réunis chaque semaine, chaque vendredi, pendant une matinée, et nous avons voulu, pour la première fois sur ces questions, réfléchir de manière transversale, parce que Fabienne l'a dit, il y a eu déjà des... Pardon. Il y a eu déjà des initiatives qui ont été prises, des propositions qui ont été faites. Mais il est vrai que quand une situation survient sur un plateau, on a un peu le sentiment d'être chacun seul dans son couloir de nage et de ne pas forcément savoir quels étaient les outils à disposition. Et c'est pour ça que nous avons souhaité travailler de manière transversale et longitudinale. Transversale, c'est-à-dire que nous avons voulu échanger et partager nos expériences avec tous les gens du secteur qui font des films, de l'écriture du scénario jusqu'à son exploitation. Et donc, nous avons constitué un groupe de travail de près de 30 personnes avec tous ceux qui font des films, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur les plateaux, des techniciens, des producteurs, des agents, des directeurs de casting, des réalisatrices, des comédiens, des gens qui exploitent les films également, c'est-à-dire des distributeurs, des exploitants, des vendeurs internationaux, des représentants de festivals. Et c'est ça qui était assez unique dans nos travaux, c'était que chacun était là à titre individuel, n'était pas représentatif ni de sa propre structure, ni d'un éventuel groupe militant ou syndical dans lequel il ou elle peut par ailleurs s'engager. Et fort de cette transversalité et de nos expériences regroupées, nous avons déroulé la frise de fabrication d'un film, car on s'est rendu compte que à chaque endroit, c'est-à-dire de l'idée du film dans la tête du réalisateur, puis l'écriture du scénario, puis le casting, la préparation, le tournage, jusqu'à son exploitation et sa diffusion, il y avait des lieux qui étaient des zones de risque et qui n'étaient parfois pas assez bien appréhendés. Comme Fabienne l'a dit, on essayait donc de recentrer un peu la réflexion autour de la question de la protection des victimes, mais également du collectif de travail et de l'application des règles de droit qui existent déjà pour le mise en cause. Tout en se disant qu'on avait bien le sentiment que les violences systémiques et le continuum des violences qui traversent notre secteur, nous avions, nous, la responsabilité de tout faire et de mettre toute notre énergie pour que ces violences soient éradiquées, parce qu'on est le reflet du reste de la société et de l'ensemble de la société, et que tout ce qui pouvait être amélioré dans notre secteur pourrait infuser dans d'autres secteurs où il y a en effet des MeToo qui commencent à émerger. Et voilà. Oui, donc comme le disaient Fabienne et Alice, l'idée c'était de s'auto-saisir en fait de cette question, que nous professionnels on s'auto-saisisse de ces questions. Et le premier volet de réflexion de notre rapport porte sur évidemment la prévention, qui est pour nous un élément fondamental, puisque c'est l'idée de créer justement une culture du consentement dans notre secteur d'activité. Et bien qu'il y ait déjà des choses qui ont été mises en place, évidemment, par le CNC, ça a commencé par une formation des producteurs qui va être élargie dans quelques mois à l'ensemble des personnes qui sont sur un plateau. On a quand même eu le sentiment qu'il fallait démarrer plus tôt. Notamment il nous semble important de créer un module spécifique au VHSS dès la formation, c'est-à-dire dès l'entrée dans une école de cinéma pour des techniciens, mais également pour les comédiens, dès l'entrée à l'école, dans leur formation, que ce soit quelque chose qui est déjà pris en compte dans le cursus de formation des étudiants. On avait également le sentiment que
il y avait le principe de la formation continue est nécessaire. Par exemple, en ce qui concerne la formation des producteurs, à ce jour, c'est uniquement les producteurs qui sont, enfin les gérants de société. Or, dans une société, il peut y avoir plusieurs producteurs qui travaillent et qui produisent, et il est nécessaire que tout le monde puisse être formé, enfin que chaque producteur puisse être formé, que cette formation ne soit pas une fois dans la vie, enfin une fois pour toujours, mais une formation continue, qu'elle évolue également. Pour les équipes de tournage, c'est pareil. Bon, là, ça va se mettre en place, mais l'idée, c'est que vraiment tout le secteur soit formé, donc évidemment tous les techniciens, mais aussi les agents. Il y a une première, je crois, il y a eu cette semaine ou la semaine dernière au CNC une première salve de formation pour les agents, mais ça nous semble hyper important que non seulement les agents soient formés, mais aussi les assistants, puisque c'est souvent eux qui sont aussi le réceptacle de la parole des victimes, et qu'il faut qu'ils soient formés pour ça. Donc ça nous semble absolument nécessaire. Et que en fait, toute la profession, y compris par exemple dans les sociétés de distribution, l'ensemble des équipes soient formées, dans les sociétés de vente internationale, que là aussi les personnes soient formées, parce qu'elles accompagnent des équipes voilà, dans les festivals internationaux, et voilà, que tous les métiers puissent accéder à cette formation. Pareil, il nous semble important qu'on puisse mettre en place de la formation, de la prévention dès l'origine en fait, des projets, c'est-à-dire dès l'écriture, que lorsqu'on envoie un réalisateur et un scénariste travailler sur un scénario, qu'on fasse de la prévention, qu'on leur envoie un mail, qu'on leur explique bien que s'il y a un problème, voilà, quels sont leurs droits, leurs devoirs, s'il y a un problème, qu'ils peuvent accéder à tel numéro, voilà, que tout ça soit prévu, et c'est très pratique dans nos travaux. Tout ça est décrit, et c'est justement cette boîte à outils qui doit servir à tous les employeurs. Donc les producteurs en font partie, mais à l'ensemble des employeurs de notre secteur. Il y a des outils très pratiques aussi, comme l'harcélomètre, qui permet aussi de distinguer les différents délits. L'idée aussi que voilà, dès le départ, on prévoit, presque dès la préparation, qu'on prévoit la possibilité de donner accès à la coordinatrice ou au coordinateur d'intimité, lui donner accès au scénario pour que ça puisse être pensé dès le départ, la nécessité ou non de faire appel à un coordinateur ou une coordinatrice d'intimité. Évidemment que les référents harcèlement soient dûment formés, et qu'ils soient toujours un binôme sur les plateaux, qu'il n'y ait pas qu'un seul référent, et que ce référent ne soit pas dans le même département. Faire de l'affichage, évidemment, partout, à toutes les étapes aussi de la fabrication du film, y compris dans la post-production, parce que là aussi, il faut faire de la prévention. Les gens passent beaucoup de temps, par exemple, un réalisateur, un monteur, une assistante. Enfin, voilà, c'est des gens, on passe de nombreux mois ensemble, enfermés dans une pièce. Donc ça aussi, très important de faire à la fois de la formation, de l'affichage, pareil sur la distribution, sur la promotion, enfin voilà, que tout l'ensemble, tout le spectre de la fabrication du film soit couvert par la formation. Parce que comme on le disait, c'est certes un investissement, la formation, mais ça nous permet aussi de économiser, entre guillemets, sur un possible incident qui pourrait advenir à n'importe quel moment en fait, de la fabrication. Je pense qu'on a couvert à peu près la partie formation. Je vais donner la parole à Alice sur la suite. Alors, avant de parler peut-être de la réaction en cas d'accident, dire que nous avons imaginé donc un outil qui est une charte respect, qui s'applique à titre préventif, et qui est une sorte de, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire,
Ça va, merci. Un simple chat dans la gorge. Qui est une sorte de déclaration commune et qui serait signée par tous les gens dans le métier qui s'engagent à travailler sur un film. Donc, de nouveau, c'est-à-dire dès le casting, dès les agences de cinéma, dès l'écriture du scénario, évidemment tous les gens sur un tournage, et qui rappelle l'ensemble des principes, parce que souvent, on s'est rendu compte qu'il y avait une très grande méconnaissance, que ce soit, je nous inclus dedans les producteurs, mais aussi les équipes sur les plateaux et tous les gens qui travaillent sur un film, une très grande méconnaissance des principes communs et des principes de droit. Donc certes, le droit du travail est déjà très complet sur ces questions, mais il ne règle pas tout. Et on s'est dit que si tout le monde, parce qu'il y a énormément de chartes dans différents secteurs, il y a des collectivités territoriales qui en font signer quand on vient tourner sur leur territoire, et c'est formidable, mais il n'y a aucune charte commune à tous les gens qui travaillent sur ce métier pour rappeler les principes de droit, pour rappeler qu'en cas de survenue d'un accident sur un film, il faut savoir accepter les enquêtes de mesures internes qui sont prises par la production. Il faut savoir accepter les conclusions de cette enquête interne. On dit aussi qu'il faudrait s'engager à respecter certaines règles pendant le casting, certaines règles relatives au jeu des enfants, parce que ça, c'est une énorme question qui est problématique, et notamment des adolescents. Respecter les règles, Caroline en a parlé, de coordinateur d'intimité. Et puis surtout, on a proposé une règle qui est la non-mise en lumière, c'est-à-dire que, indépendamment des mesures conservatoires prises au moment d'un accident à l'égard d'un mis en cause, il y a aussi des situations où ce mis en cause, quand c'est par exemple le réalisateur, peut être amené à aller présenter son film en festival ou dans ce qu'on appelle une tournée province. Et là, nous, on propose un principe de non-mise en lumière pour pouvoir permettre au collectif de travail de continuer à travailler tout en ne mettant pas en lumière le mis en cause, le temps que la justice puisse se prononcer. S'agissant d'une situation où un signalement de violence est fait à l'occasion de la fabrication d'un film, on s'est rendu compte là aussi qu'il y avait énormément de dispositifs qui existaient déjà, une cellule psychologique chez Audience, le CHSCT qui normalement est un référent mais qui semble assez peu équipé en moyens humains et matériels. Il y a évidemment le CNC, il y a le livre blanc du 50-50. Mais tous ces outils sont assez disparates et malgré tout ne sont pas un kit de règles applicables. Et donc, nous, on a tenu à rappeler qu'en cas de signalement, il fallait absolument que le référent harcèlement soit formé à recueillir la parole, qu'ensuite la production puisse mener une enquête interne de manière neutre et indépendante. Ça nous a semblé très important. C'est-à-dire avec, dans un monde idéal, un médiateur qui pourrait être missionné dans le temps d'un tournage, parce qu'on a cette difficulté, nous, dans les films, c'est que les tournages ont lieu sur l'ensemble du territoire et qu'il est très difficile de recourir à une ressource qui permette de procéder à une enquête interne, c'est-à-dire d'auditionner chaque personne, de recueillir la parole de la victime, mais aussi des témoins et également du mis en cause. Le producteur doit évidemment dans ce temps-là prendre la mesure conservatoire qui s'impose de protéger la victime et de l'isoler, mais il n'en demeure pas moins que ce temps de l'enquête interne, avec les ressources humaines nécessaires que nous appelons, et par exemple il pourrait y avoir avec ce médiateur un lien avec les assurances qui aujourd'hui ne sont pas forcément équipées pour pouvoir expertiser immédiatement le risque d'arrêt d'un tournage en raison d'un signalement de violence. Et donc, il nous a semblé qu'il était nécessaire de mettre en place cet outil de médiation neutre et extérieure qui permette aux producteurs de prendre les mesures conservatoires nécessaires et de mener une enquête interne qui permette de protéger la victime dans le temps du travail qui est spécifique. Là, je parle surtout du tournage, parce que c'est vrai qu'en préparation et en post-production, on a plus de temps.
Voilà, et pour finir sur, parce que je vois que nous sommes trop longues, pardon, juste dire qu'en plus de cette charte respect, nous nous sommes attelés à rappeler des clauses contractuelles beaucoup plus précises, parce que, comme je le disais, souvent, il y a une grande méconnaissance des règles de droit, et donc nous proposons dans notre rapport qu'à chaque contrat soit annexée une clause extrêmement détaillée, qui rappelle d'abord l'élémentaire, c'est-à-dire nous devons de travailler dans un cadre bienveillant et respectueux, c'est-à-dire qui éradique également la violence morale, qui est quand même le début de toute violence. Et puis ensuite de rappeler des règles de droit qui certes existent, mais qui encore une fois sont méconnues, c'est-à-dire que la violence morale, c'est quoi? Le harcèlement, c'est quoi? L'atteinte, l'agression sexuelle et le viol, quelles sont ces notions et comment on conjugue, parce que c'est la difficulté qui est propre à notre secteur en droit, c'est-à-dire l'articulation entre le droit du travail, le droit pénal et le droit d'auteur. Et là, je pense que, je ne sais pas, on va peut-être être amené à y revenir, qu'il y a des améliorations à apporter parce que nous sommes face à des injonctions contradictoires. Pardon si j'ai été un peu longue. Si c'était parce que là en fait c'est possible de faire rapidement pour qu'on puisse passer aux questions, parce que en plus votre présentation suscite beaucoup de questions. En tous les cas, je vois que le rapporteur a écrit plein de choses. Moi j'ai plein de questions aussi, donc si vous pouviez accélérer, ce serait top. Merci. Alors il nous reste le cas des films qui ont rencontré une situation de violence et de comment pouvoir les exploiter. Donc, je ne sais pas si vous voulez que Fabienne vous fasse cette présentation. Je peux faire, voilà. Rapidement, mais on reviendra parce que j'ai des questions sur le sujet. Je vais faire très rapidement. Peut-être juste un mot déjà sur le mot de film abîmé. C'est le principe, c'est de dire que c'est un film dont la sortie est impactée par un signalement de faits de violence ou de harcèlement sexiste et sexuel. Alors, on a quand même un problème sémantique avec ce mot abîmé, parce que... Pardon ? En fait, c'est une expression qui s'est un peu imposée dans nos travaux et qui est en train de... on a l'impression que c'est un mot un peu fourre-tout, mais qui est assez pratique parce que voilà, il veut dire ce qu'il veut bien dire. On veut quand même préciser que il donne à tort l'impression que on met en fait le film au même niveau que la victime. Évidemment, ce n'est pas le cas. Je rappelle ici que la parole des victimes est placée au-dessus de tous les travaux de ce groupe. En fait, le principe qui est sorti de nos travaux, c'est dire qu'il est absolument fondamental de faire la différence entre, d'une part, les films où des faits de violence ont été signalés, mais où des mesures de prévention, de protection et d'enquête ont été mis en place, et d'autre part les films où il y a eu des faits de violence qui ont été signalés ou pas, mais où en tout cas la culture du silence a prévalu. Donc accompagner la sortie de ces films dits abîmés, dans lesquels des mesures de prévention, de protection et d'enquête ont été mises en place, nous semble essentiel en fait pour permettre une vraie libération de la parole et de l'écoute des victimes. C'est-à-dire que quand il y a un signalement de fait de violence, on sait, on a totalement conscience du fait que la victime ne va pas se dire avant toute chose « Oh mince, je vais mettre en péril la sortie de ce film ». Néanmoins, c'est quand même un élément qui est très probablement aussi à ce moment-là qui s'invite. Et il nous semble donc important de dire que c'est précisément parce que ces films pourront sortir que en fait, les victimes pourront parler. Donc le protocole respect d'accompagnement des films abîmés, alors c'est vraiment un protocole qui va exister pour des films abîmés, encore une fois entre guillemets, de demain, pas ceux d'aujourd'hui, puisque jusqu'à aujourd'hui, par définition, le protocole n'existait pas, même si un film en particulier l'a un peu présagé, si je puis dire. Donc c'est un protocole d'accompagnement qui pourra s'appliquer à l'accueil en festival, à la distribution, l'exploitation en salle, à la diffusion par les chaînes de télé, à la presse et aux tournées de promotion à l'étranger. Donc les deux principes à respecter, et ça je vais aller très vite puisque vous l'avez déjà abordé Caroline et Alice. Le premier principe c'est la non mise en lumière et le deuxième principe c'est la contextualisation. Donc sur la non mise en lumière, peut-être juste dire qu'en fait on s'est inspiré de la jurisprudence César, des Césars, donc les personnes mises en examen ne peuvent pas venir à la cérémonie, il n'y a pas de prise de parole en leur nom en cas d'obtention d'un César et pas d'invitation aux événements autour des Césars. La non mise en lumière
nous semble être une manière de respecter évidemment la parole des victimes, mais aussi un outil qui permet au film d'être exploité tout en contextualisant la violence qui est associée à l'un des membres de l'équipe de ce film. La personne mise en retrait n'est pas déclarée coupable. Il s'agit d'une non-mise en lumière le temps, justement, que la justice fasse son travail, ce qui ne nous semble pas contradictoire avec la notion de présomption d'innocence. Alors, juste vous dire qu'on n'a pas eu dans le groupe de consensus sur à quel moment, en fait, sur le début de son application. Est-ce qu'il faut que cette non-mise en lumière intervienne dès la publication de témoignages dans un article sérieux? Pour d'autres, il fallait attendre le dépôt d'une plainte lorsqu'on en a connaissance, parce qu'on n'en a pas toujours connaissance sur un plateau. En tout cas, on s'est toutes et tous accordés sur la nécessité d'une non-mise en lumière que le mis en cause est mis en examen. Voilà, donc ça c'est pour la non-mise en lumière. Et le deuxième aspect qui est la contextualisation, c'est de dire que en fait, un film dit abîmé doit être accompagné, encore une fois, quand il a obtenu la certification respect, c'est-à-dire qu'il a été, voilà, tout le protocole a été dûment suivi, donc en créant une sorte de matériel pédagogique précis à destination donc des festivals, des exploitants, des tournées de promo, qui, un, détaille les faits de violence survenus, deux, précise les mesures qui ont été mises en place, et trois, font un état des lieux de la procédure judiciaire en cours. Merci beaucoup. Désolée de vous presser un peu. J'ai posé la première question, puis Erwan Baladant vous en posera d'autres. Vous parliez de culture du consentement dans votre présentation. Je ne sais plus à quel des trois on a parlé. C'est vous, je crois, oui. Madame Montmarchand, la question, c'est comment le définir et où s'arrête-t-il? Puisque dans la mesure où il y a des enjeux de carrière, où il y a des enjeux extrêmement forts de poursuite de carrière, mais aussi d'avoir un rôle dans les castings, par exemple. On a été confronté à cette question avec le témoignage de Sarah Forestier qui disait en fait on m'a demandé de faire ça dans un casting. Comment on définit le consentement dans ces moments-là pré-embauche en fait où il n'y a pas de contrat de travail, etc. Deuxième question sur la charte, parce que toutes les auditions ont parlé de charte jusqu'à présent, mais en fait la question c'est est-ce qu'il ne faut pas aller un peu au-delà de la charte? Et d'ailleurs vous le dites vous-même puisque vous parlez de contrat de travail avec des clauses détaillées, etc. Donc quel est le rôle de la charte? Et puis, il y a une chose qui m'a interpellée avant d'aller plus loin, c'est la question des adolescents, puisque j'ai l'impression que pour les enfants, il y a sans doute un peu plus d'encadrement que pour les adolescents, où la question du consentement se pose aussi sans doute de manière un peu différente. Est-ce que vous avez réfléchi à cela? Je te propose d'enchaîner tout de suite. Oui, merci, Madame la Présidente. Bon, vous avez dit une parole que je trouve intéressante. Vous avez dit ceux qui font sont ceux qui savent. Il s'avère que nous, on cherche à savoir pour justement faire et pour faire peut-être des transformations de la loi. Alors, moi, j'ai lu vos préconisations, je les ai lues avec beaucoup d'intérêt et d'abord commencer par vous remercier d'avoir fait ce travail. On verra qu'on n'est pas en phase peut-être complètement sur tout, mais je crois que c'est extrêmement intéressant que vous ayez pu faire ce travail. Peut-être, ma première question, et ensuite j'aurai des questions plus techniques sur ce que vous avez proposé, c'est peut-être, Madame Bonmarchand, je pense que ça serait intéressant parce que votre travail part d'un fait, c'est de l'implication votre implication, elle vient de votre expérience. Et peut-être pour nos collègues, pourriez-vous rapidement expliquer comment vous avez traité le sujet de votre film, de votre film qui s'appelle Je le jure, et sur lequel il y a eu un souci grave, et que vous avez pris des mesures, et peut-être que ça serait intéressant que vous nous disiez ce que vous avez fait dans un premier temps, et puis qu'on rebondisse après sur des questions issues de votre travail. Mais je crois que c'est bien que vous puissiez contextualiser ces faits graves sur un film. Surtout que je pense que vous êtes unique. C'est une décision unique que vous avez prise et donc elle est très intéressante pour éclairer les travaux de la commission. Allez-y. Pardon.
Donc j'ai été confrontée en fait à un signalement en fait d'une accusation de viol d'un technicien pardon, par le réalisateur. Oui, d'un technicien par le réalisateur, exactement. Et j'ai été interpellée en fait par le réalisateur lui-même de l'existence en fait de cette accusation. Donc dans un premier temps, ça a été un choc, comme vous pouvez l'imaginer. C'est quelqu'un avec qui je travaille depuis de nombreuses années, avec qui j'avais jamais eu aucun problème jusque-là. Et donc je lui ai tout de suite évidemment dit que j'allais prendre des mesures, en fait, mesures dont j'avais connaissance évidemment, puisque je suis membre du collectif 50-50 et que je connaissais l'existence du livre blanc et que donc il a évidemment tout de suite accepté c'est pas qu'il a accepté, mais à ce moment-là en fait il n'y avait pas de plainte à proprement parler. Donc j'ai passé la nuit en fait à relire le livre blanc, à essayer d'établir en fait une sorte de marche à suivre par rapport à la situation. Et le lendemain, j'ai appris donc que le technicien ne souhaitait plus continuer à travailler sur le tournage, et j'ai demandé en fait, j'ai réuni d'abord les deux référents qui n'étaient pas au courant, les deux référents qu'on avait sur le tournage, et ensuite j'ai demandé à rencontrer évidemment le plaignant. Donc j'ai entendu le plaignant en présence d'une référente et d'une personne de son choix qui était témoin de la situation, enfin de ce qui s'était passé ce soir-là. Et d'abord peut-être dire que donc les faits ont eu lieu en dehors du temps de tournage. Ils ont eu lieu pendant un week-end et donc lors d'une fête, d'une fête organisée par le réalisateur dans l'appartement dans lequel il se trouvait et qu'il partageait avec d'autres personnes. Et donc voilà. Donc j'ai décidé. Donc j'ai recueilli la parole évidemment du plaignant et à ce moment-là, il ne souhaitait pas porter plainte, donc je ne pouvais pas mettre en place, je ne pouvais pas activer la clause assurantielle qui prévoit un arrêt de 5 jours en cas de plainte ou de signalement au procureur, de signalement au procureur, parce que il fallait les deux en ce qui concerne mon contrat d'assurance. Et j'ai demandé au plaignant si ça ne lui posait pas de problème que je réunisse en fait l'équipe de tournage, dans le souci justement de ne pas être dans une forme d'omerta et que les choses soient dites, que le bruit, que les bruits comme ça circulent rapidement. Mais je me suis retrouvée donc face à l'ensemble de l'équipe, dans un premier temps sans les comédiens, et donc on a eu une discussion, on va dire, avec l'ensemble de l'équipe sur le ressenti, comment est-ce que... Donc moi j'ai toujours tout de suite exposé le fait que j'allais mettre en place une enquête avec une personne externe, en l'occurrence une avocate en droit du travail qu'il a fallu trouver très rapidement, on a convenu qu'il était nécessaire de prévenir également les comédiens. Des idées sont sorties à ce moment-là. Est-ce qu'il faut changer de réalisateur? Est-ce qu'il faut en même temps, tout le monde avait un peu son avis sur la question et on a débattu. Donc la question aussi de la rémunération du technicien, du fait que c'était un peu une double peine. Tout ça a été soulevé. Et le lendemain, nous avons fait une deuxième réunion et nous avons décidé collectivement avec l'ensemble de l'équipe et les comédiens et le réalisateur, qui n'était pas présent, mais qui a accepté cette idée qu'il continuerait à diriger, mais qu'il serait mis à l'écart de l'équipe. Et voilà, donc il nous restait 3 semaines de tournage. Il se trouve que c'était un décor unique, donc c'était possible matériellement. Et donc on a défini
protocole assez précis, enfin même très précis, sur comment est-ce que ça allait se dérouler, son arrivée, l'organisation de la pièce de travail dans laquelle il allait pouvoir travailler, avec qui, en présence de qui, etc. Donc, on a fini le tournage avec un confinement, on va dire, du réalisateur dans une pièce et la possibilité pour lui, pour le reste de l'équipe, de ne pas être en relation avec lui directement. Et ça s'est fait en accord avec lui. Oui. Sur les autres questions qu'on avait posées sur la culture du consentement, nous, on a vraiment le sentiment que c'est par cette culture qu'on réussira à se... Voilà. Et notamment de l'appliquer à toutes les étapes. Vous rappeliez la question du casting qui avait été évoquée par Sarah Forestier. On présente dans notre rapport des règles et elles sont fondamentales. C'est-à-dire que les castings aient lieu dans des lieux de travail exclusivement. Et pas dans des cafés ou dans des hôtels, qu'il était fondamental de respecter un sérieux dans l'organisation des castings et de ne pas faire à l'occasion des castings, qui sont des situations de pré-embauche, vous l'avez dit, Madame Rousseau, des scènes d'amour, des scènes de baiser, par exemple, des scènes dénudées, et qu'il y avait quand même un certain nombre de règles qui étaient extrêmement faciles à appliquer, qui pour nous semblaient d'une évidence absolue, mais qui visiblement ne le sont pas toujours dans la pratique. Donc, pour nous, la culture du consentement passe par des situations où, justement, on s'applique à ne pas être dans une situation où on oblige une personne qui est en attente d'une embauche, donc qui est faible par rapport à une personne dominante, qui est en mesure d'imposer son désir à ce moment-là, puisqu'on sait très bien qu'on peut tout à fait évaluer la qualité d'un comédien ou d'une comédienne sans en passer par des scènes qui sont dérangeantes. Également aussi sur la culture du consentement. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur la question des coordinateurs et coordinatrices d'intimité. C'est un métier qui est assez méconnu en France et qui provoque parfois de la méfiance chez les réalisateurs qui ont un peu l'impression que ça va se substituer à leur façon de diriger les comédiens sur un plateau. Et nous, on a envie de dire que c'est tout l'inverse, que c'est des scènes qui se préparent justement pour, dans le respect du consentement des uns et des autres, et en l'occurrence de chaque personne qui joue sur cette scène, mais aussi de celles qui sont autour sur le plateau. C'est des situations qui sont évidentes en réalité pour personne. Et du coup, Alors, il manque des coordinateurs d'intimité en France. Ça, c'est un réel souci. C'est-à-dire qu'il y a énormément de tournages qui ont lieu en même temps en France, tout le temps. Et là, je parle cinéma, mais aussi toutes les séries qui se tournent. Et du coup, il y a un vrai manque. Il y a un manque de formation aussi de ces personnes. Et néanmoins, il nous semble, parce qu'il y a une autre question qui est liée à la culture du consentement, qui est qu'il y a des scènes qui, en apparence, ne relèvent pas d'une scène d'intimité pure, c'est-à-dire une scène d'amour dénudée dans un lit, mais il y a quand même des situations qui sont à la frontière de ça et qui peuvent être ressenties par un des comédiens ou une des comédiennes comme étant un peu... coercitive, peut-être que le mot est fort, mais en tout cas, où on ne prend pas la peine de réfléchir à ces questions. Et enfin, autre exemple de la culture du consentement, pour essayer de répondre le plus complètement possible à ce que vous disiez, votre question, Madame Rousseau, au cours du travail, on s'est dit qu'il était important, à plusieurs étapes, de prendre des moments, sur un tournage par exemple, on ne le fait jamais, pour demander... Alors, ça peut être collectivement à la cantine, par exemple, ou que chaque chef de poste prenne le temps de le faire avec son équipe de manière régulière et de dire comment tu te sens. Est-ce que tu te sens à l'aise dans l'exercice de ton travail ? Est-ce que tu as rencontré des situations qui t'ont heurté ? Et que parfois, en fait, le temps n'est pas pris pour faire ça et que c'est une prévention toute bête, mais qui peut dénouer des situations violentes, pas forcément bien exprimées. Voilà, c'était ça les exemples. Peut-être sur...
je vais y arriver. Juste compléter sur les coordinatrices d'intimité, sur ce que tu disais, sur le fait qu'en fait, il y en a en effet très peu en France, il y en a 3. Après, il n'y a pas de formation en France pour le moment, mais aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'obligation à ce que sur les tournages, on ait recours à des coordinatrices d'intimité, en fait, le peu de coordinatrices qui existent ne sont pas occupées à temps plein. En fait, ce qu'elles expliquent, c'est ça. Donc, c'est qu'elles sont très peu, mais en fait, elles sont pas... Voilà, elles sont... la demande aujourd'hui n'est pas encore pléthorique. Donc, créer une formation alors qu'il n'y a pas de demande pléthorique, vous voyez, il y a un côté un peu... le serpent qui se mord la queue. Et c'est un bon lien avec justement la question sur la charte. On est évidemment d'accord avec vous que les chartes existent et que les intentions et tout ça, ça existe. Pour nous, en fait, c'est pour ça que, pour nous, la charte, c'est un des éléments un peu de notre proposition pour rendre les choses obligatoires ou qui ait des conséquences financières, en fait, à ce qu'on a envie de mettre en place. C'est que pour nous, la charte, c'est un des éléments. Mais le deuxième élément, c'est la certification. La certification qui en fait serait attribuée par une commission. Cette commission, elle mettrait autour de la table l'ensemble des partenaires. Elle serait évidemment paritaire, donc il y aurait à la fois les syndicats de producteurs, les syndicats de techniciens, de comédiens, de comédiennes, les associations qui travaillent sur ces questions comme le collectif 50-50, l'ADA, et aussi Audience, le CCHSCT, évidemment en présence d'une personne du CNC. Et cette certification, elle permettrait sur un système de points qui justement englobe l'ensemble de nos préconisations en termes évidemment de formation, mais aussi d'accompagnement, c'est-à-dire la présence d'un coordinateur d'intimité, d'une personne pour s'occuper des enfants et des adolescents, enfin voilà, l'ensemble de nos préconisations, et qui peuvent évidemment être amenées à évoluer et à être réfléchies au sein de cette commission, et qui ensuite auraient des conséquences sur l'agrément, c'est-à-dire le moment où les films, on accorde la possibilité aux films de se faire. Donc l'agrément se fait en 2 temps, donc avant tournage et après tournage, et après une fois que le film est terminé. Et voilà, donc cette certification, elle permettrait à la fois donc de valider que la prévention est faite, au-delà même de ce qui est obligatoire aujourd'hui, bien évidemment. Et en cas d'incident, il y aurait une deuxième grille qui permettrait de valider le fait que le producteur a agi de manière respectueuse, pour reprendre le terme de respect, mais en tout cas a agi évidemment en respectant le droit du travail, en ne favorisant pas d'omerta, etc., etc. Donc ça ce serait... voilà, notre charte, c'est un des éléments et elle ne peut pas exister sans la certification et sans le lien avec l'agrément et donc des conséquences sur l'existence du film. Je trouve ça hyper intéressant, l'idée d'une certification pour un film abîmé. Alors j'entends la difficulté de l'expression, mais parce que je partage absolument le fait que les personnes parleront dès lors qu'elles ne mettent pas en péril toute une équipe et tout un projet. Et donc c'est vraiment très intéressant. J'avais une autre question qui est sur le CNC que vous avez cité comme acteur possible. Quel rôle envisagez-vous pour le CNC en cas de problème? Et sur le statut du médiateur aussi dont vous avez parlé, et quel serait-il, parce que c'était ambigu dans vos propos, entre extérieur, intérieur, financé par qui, etc. Vas-y pour la suite des questions. Ouais, voilà, merci. J'aimerais revenir en complément de ce que vient de dire Madame la Présidente, sur la question de la charte et de la certification. Moi, évidemment, la vertu pédagogique, préventive des chartes, elle est importante. J'ai juste une interrogation et une réflexion, c'est que une charte et une certification pour respecter ce qui est le droit du travail, très bien, mais ça me semble être la logique et vos obligations. Et elles sont compliquées, et on en a déjà parlé. Vous avez des complications et des injonctions contradictoires, peut-être, on reviendra tout à l'heure. Mais est-ce que
est-ce que là, on n'est pas sur quelque chose qui est assez problématique de se dire qu'on va certifier un film, on va lui donner du bonus, tout simplement parce qu'il respecte le code du travail. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire que le code du travail, il est là et il s'applique à tous et à toutes. Et il est parfois compliqué et son application est parfois plus complexe dans vos milieux. Ça c'est un fait. Parce que la certification à la loi, ça me paraît quelque chose d'assez problématique. Donc ça, c'est un premier élément première question. Sur les formations, et sur les formations que vous avez en formation initiale, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, en tant que productrice, comment vous avez été formée à ce métier ? Comment aujourd'hui, et oui, comment les formations se mettent en place. Alors, il y a plusieurs types de formations, et j'ai une question qui est très précise, parce qu'elle m'a interrogé, c'est-à-dire que vous avez dit que c'était le gérant de la production qui avait l'obligation CNC, c'est-à-dire que si dans une production, vous avez un gérant et puis 5 personnes qui sont producteurs, ces producteurs en question ne sont pas obligés d'avoir fait la formation du CNC. À date, c'est ça. D'accord, ok, c'est un élément assez important parce que ça veut dire que vous pouvez avoir des producteurs qui n'ont aucune formation sur ces sujets-là. Donc la question de la formation, elle est importante. Nous dire comment vous avez été formé, comment vous imaginez qu'on pourrait former les producteurs et tous les acteurs de la chaîne. Et une question, vous en parlez dans vos propositions, est-ce que vous pensez qu'une formation juridique obligatoire pour les techniciens, techniciennes, les comédiens, comédiennes, les réalisateurs, réalisatrices dans leur parcours pourrait être mise en place et avec un caractère obligatoire et même un caractère de note, de validation de ces acquis-là. Ça fait beaucoup de questions, je sais, en complément des questions de la... Et en plus, je vais reposer celle sur l'adolescence parce que vous n'y avez pas répondu. Alors, on va essayer de vous répondre de manière complète sans oublier ni les adolescents ni le reste. Comment ? Mais vous avez raison, c'est une question très importante, donc vous avez tout à fait raison. Alors, sur le rôle du CNC et du médiateur qui était un peu flou dans nos explications, le CNC dans le cinéma, c'est vraiment notre maison mère. C'est celle qui, notamment, délivre l'agrément à tous les films qui sont produits d'initiative française. Donc, l'agrément, c'est une autorisation de respecter toute la loi, tout le droit, toute la réglementation. Et donc, il y a un agrément d'abord qui est délivré avant la mise en production des films qui s'appelle l'agrément des investissements. Et donc, il y a une commission qui s'appelle la commission de l'agrément et qui vérifie que toutes les règles sont respectées. Et ensuite, le film part en tournage et il y a un agrément de production sans lequel, et qui vérifie également que pendant la production du film, tout a bien été respecté. Et sans cet agrément de production, tous les financements qui sont appelés les financements encadrés, c'est-à-dire publics ou parapublics, ne peuvent pas être délivrés au film sans cet agrément. Le film ne peut pas obtenir le fameux visa, qui est l'autorisation administrative de sortie en salle, et le visa, il est lui-même délivré par le CNC. Donc nous, notre proposition de certification, elle est de dire que sur le modèle de cet agrément, à l'agrément des investissements, on pourrait s'engager à lister une série d'obligations, parce que c'est malheureux à dire, mais visiblement, le fait qu'il y ait le droit du travail, la loi, des chartes, etc., ça ne suffit pas. Il faut, à un moment donné, obliger les producteurs et les équipes de films à appliquer un certain nombre de règles. Donc nous, notre proposition, c'est de dire on délivre une certification respect au moment de l'agrément avec un certain nombre de règles, c'est-à-dire d'abord la charte respect, et là je réponds à la question sur la charte. Il n'y a aucun document qui est signé par tous et qui est le même pour tous. Par exemple, les chartes des collectivités, l'exemple que je donnais tout à l'heure, les techniciens, et c'est bien normal, n'en ont jamais connaissance.
Dans les financements, par exemple, quand on obtient le financement d'une chaîne de télévision, moi, je trouverais ça formidable que cette fameuse charte soit annexée. Pareil pour les instituts de financement des films, qui sont des banques, qu'il y ait une obligation pour avoir un crédit sur un film, que tout le monde respecte cette charte, que soudain, ça devienne un outil collectif et que chacun... Les agents, enfin tout le monde, voilà. Sur la certification, donc, il y aurait donc une obligation de respecter un certain nombre de règles à titre préventif. Et puis, pour conserver cette certification jusqu'au bout, jusqu'à l'exploitation du film, dans l'hypothèse où le film aurait rencontré une violence pendant sa fabrication, il faudra démontrer que des processus respectueux de la parole de la victime, du mis en cause et du collectif de travail ont été prises et que, du coup, ce n'est qu'à cette condition que la certification respect pourra être conservée et que derrière, le film pourra être exploité. Sur la question du médiateur que vous évoquiez, en fait, c'est une sorte de cellule de médiation, je dirais ça de manière plus large, qui permettrait de réunir toutes les ressources indispensables quand survient... Alors, on dit enquête interne parce que ça veut dire interne au tournage, mais en effet, il faudrait qu'il y ait un enquêteur externe, ce fameux médiateur, qui puisse mener l'enquête aux côtés du producteur. Cette cellule de médiation pourrait aussi offrir les outils de suivi psychologique, parce qu'on n'en a pas parlé, mais quand un accident survient quand même souvent, enfin moi ça m'est arrivé, il faut mettre en place un soutien psychologique pour la victime. Et pour le collectif de travail. Et aussi pour le collectif de travail, absolument, comme tu as eu à le faire, Caroline. Et la question aussi de l'expertise assurantielle. Donc en fait, cette cellule de médiation permettrait d'être un outil réactif dans le temps d'un tournage pour centraliser toutes ces exigences prévues par la loi. Sur la question du droit du travail, pour vous répondre, Monsieur Balanant, il y a néanmoins des situations où le droit du travail ne propose pas de solution. Je vous donne un exemple. Quand sur un tournage, vous avez un collectif de travail qui refuse de travailler avec une personne au motif qu'il est accusé sur un autre film ou sur une affaire ancienne, le droit du travail ne prévoit rien. Et on ne peut pas, en tant qu'employeur, à ce moment-là, exclure la personne, sous peine de discrimination à l'embauche, pour une affaire qui n'est pas dans le lieu du contrat de travail. Néanmoins, le malaise de l'équipe peut exister. Donc, on est quand même face à des situations qui sont en dehors, que le droit du travail classique ne permet pas. Je vous donne un autre exemple. Quand il faut faire la promotion d'un film dans un festival ou dans une tournée province, c'est-à-dire aller présenter dans une salle à un public d'une ville un film, notre question de la non-mise en lumière, juridiquement, si le mis en cause ne l'accepte pas, il est en droit de se retourner contre la personne qui lui impose cette non-mise en lumière pour des raisons de diffamation ou autres, sachant qu'en plus, à ce moment-là, on n'est plus sous le cadre du contrat de travail. Donc il y a quand même beaucoup de situations où le droit du travail ne nous permet pas de régler les situations. Pardon. Oui, Pardon, par ailleurs, nous, le barème qu'on propose, il n'inclut pas uniquement des éléments qui sont ceux obligatoires par le droit du travail. Ça va beaucoup plus loin que ça, puisque il inclut le fait qu'on fasse des castings selon nos préconisations, qu'on fasse appel à des coordinateurs d'intimité de façon systématique. Enfin, je veux dire, c'est des éléments qui ne sont pas des obligations du droit du travail. Sur les adolescents Oui, sur les adolescents. Alors, je voulais juste... Je peux encore compléter sur ce côté trou dans la raquette du droit du travail. J'ai envie de témoigner avec ma casquette de festival de cinéma. Moi, je suis aussi cofondatrice du Festival de cinéma des Arcs en Savoie. En fait, les organisateurs d'un festival, ils ont une responsabilité évidemment juridique au terme du droit du travail avec leurs équipes. En revanche, on accueille aussi en tant qu'organisateur beaucoup de gens, typiquement les équipes de films qui ne sont même pas sous contrat au moment où elles viennent présenter leurs films, mais néanmoins elles sont là, et pour autant avec des lieux qui sont des lieux où à la fois on travaille, puisqu'on présente des films, et c'est important pour la culture et l'éducation culturelle, et en même temps c'est aussi des lieux de fête, donc des lieux qui
qui sont des endroits où en fait il peut propice à la survenue de violences sexuelles. Peut-être juste rappeler qu'il y a quand même, je regardais ce matin, il y a quand même plus de 700 festivals en France juste de cinéma. Donc je vous laisse imaginer le nombre de personnes, d'équipes que ça concerne et aussi le nombre de mouvements et d'occasions qui sont générés comme ça. Et alors juste pour faire le lien aussi avec le sujet de la formation, typiquement en fait les festivals de cinéma on emploie quand même beaucoup, c'est une économie qui est assez restreinte, assez limitée. On emploie beaucoup de gens qui ont un statut d'auto-entrepreneur. Typiquement là nous au Festival des Arcs on a 3 référents harcèlement, dont une qui est auto-entrepreneur, puisqu'il faut aussi que les référents ne soient pas dans la direction, donc ça c'est très important. Et en fait l'auto-entrepreneur, sur le crédit à la formation, là on a voulu qu'elles aient une vraie formation. On s'est retrouvé dans une situation où en fait elle pouvait pas, elle pouvait pas faire passer ses frais sur le compte de sa société. Nous c'était pas possible non plus parce que c'est un prestataire. On est tombé on est dans des espèces de trous comme ça qui existent et qui sont problématiques. Sur les adolescents. Sur les commencer par dire que pour un adolescent, avoir une expérience sur un tournage, ça peut être quelque chose de formidable. Je veux dire, c'est pas forcément toujours traumatisant, etc. Mais il faut que ce soit justement encadré. Et aujourd'hui, les adolescents, ça s'arrête à 16 ans, puisqu'aujourd'hui, on encadre le travail des adolescents jusqu'à l'âge de 16 ans. Déjà, nous, on considère qu'il faudrait aller jusqu'à 18 ans, qu'il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête à 16 ans et qu'à 16 ans plus un jour, l'encadrement prévu, c'est-à-dire un dossier pour la DRIETS, le fait que l'adolescent soit accompagné évidemment d'un référent, etc., ça s'arrête. Ça ne nous semble pas logique. Oui, ça nous semble très important aussi que on interroge le désir de l'adolescent et on l'informe aussi de ses droits. C'est-à-dire ce que disait Sarah Forestier lors de son intervention ici, ça me semble très important, c'est-à-dire de pouvoir, quand un adolescent arrive pour un casting, qu'on l'informe de ses droits et qu'il a le droit il a le droit de quitter le casting. Il y a des choses qui sont permises et qui ne sont pas, qui ne le sont pas. Et ça me paraît aussi essentiel. On vérifie de manière précise le désir de l'adolescent, justement. Est-ce que c'est le sien? Est-ce que c'est celui de son entourage? Ça me semble aussi quelque chose de très important. Qui puisse voir un psychologue avant de démarrer le tournage, mais aussi après, parce que c'est une expérience assez unique dans la vie d'un enfant ou d'un adolescent, de passer comme ça 2 mois sur un tournage avec des adultes. Ça peut être très, très joyeux et très heureux, et parfois un peu difficile de retourner dans la vraie vie. Donc ça demande aussi un accompagnement, même si ça s'est très bien passé. Ça, c'est une chose que nous, on propose à titre... que certains producteurs proposent et qui me semble essentielle. Et évidemment que les adolescents soient accompagnés sur le tournage à la fois d'un référent, mais également évidemment de quelqu'un qui les aide au niveau de leurs études, qu'ils puissent poursuivre leur enseignement, parce que c'est souvent des années quand même assez fondamentales, et quand on part 2 mois sur un plateau, il faut qu'il y ait un accompagnement aussi de la scolarité des adolescents. Merci, Monsieur Balanon. De les accompagner également pour la promotion des films. Ils peuvent être amenés à voyager et il faut impérativement, dans ces cas-là, qu'il y ait un référent qui les accompagne. Les festivals, Fabienne le disait, sont des lieux de fête. Et je pense que dans ces cas-là, c'est une zone un peu fragile pour les adolescents qui sont tentés, c'est normal, mais les adultes qui les entourent ont la responsabilité de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérive de ce côté-là. Merci, Monsieur Balanon. La dernière question avant de passer à la salle, et puis après on reviendra. Je suis désolé, Madame la Présidente, j'aurais plusieurs questions et elles sont importantes. Donc, premier point sur l'agrément.
et sur la certification. C'est un point qui me semble extrêmement intéressant, mais ne peut-on pas imaginer, plutôt que d'avoir une commission nouvelle ad hoc dont le statut serait peut-être un peu indéfini, imaginez que le CNC ait des rôles renforcés sur l'agrément et que l'agrément soit renforcé par un certain nombre de sujets que vous proposez. C'était ma première question. Et la deuxième question, c'est une question auquel j'aimerais vraiment qu'on passe un peu de temps aussi, c'est sur le sujet assurantiel. Vous avez parlé, Madame Bonmarchand, de la clause assurantielle, où il faudrait un dépôt de plainte et un signalement au procureur pour qu'elle se mette en route. Est-ce que vous ne pensez pas que les contrats d'assurance du cinéma doivent évoluer pour mieux prendre en compte ce risque, parce qu'on le sait, il y a une question réputationnelle et tout le sujet des films abîmés tourne aussi autour de ce sujet. Un film abîmé, c'est un film qui est démonétisé, et donc démonétisé, il met en tension toute une équipe, les acteurs, les comédiens, le réalisateur, la production, sur l'éventuel omerta possible pour ne pas démonétiser le film. Donc cette question de l'assurance est importante et on va interroger les assureurs, mais avoir votre vision de producteur, productrice sur l'assurance me semble aussi important. Alors deux questions, agrément versus certification. Imaginez que la certification, vos préconisations de certification soient dans l'agrément, donc un renforcement de rôle du CNC sur ce sujet, et la question assurantielle. Alors sur l'agrément, je vais être courte. Oui, c'est tout à fait possible d'imaginer de le faire au sein de l'agrément. Et c'est une idée qu'on a évoquée et on a imaginé, si ça n'était pas possible, le modèle de la commission de dérogation à la convention collective de l'annexe 3, donc là je deviens très technique, je m'en excuse, mais qui est pour les films à moins de 3 millions, on a la possibilité de déroger à une certaine grille tarifaire de l'annexe de la convention collective du cinéma. Et là, la commission qui vérifie les règles, elle est paritaire, elle est extérieure au CNC et elle est avec des représentants des producteurs et des techniciens. Mais néanmoins, la décision rendue est obligatoire pour l'agrément. Donc, mais évidemment, dans un monde peut-être plus rationnel, en effet, c'est tout à fait une possibilité d'imaginer ça directement à l'agrément. Je laisse Caroline sur l'assurance. Oui, peut-être en complément, nous, ce qui nous semblait aussi intéressant dans le fait d'avoir cette commission qui soit externe, qui ne soit pas uniquement à l'agrément, c'était d'avoir une commission qui permette justement de faire évoluer les règles, de discuter de manière transversale comme on l'a fait nous pendant les 8 mois de nos travaux, c'est-à-dire une commission où il y aurait autour de la table tous les acteurs du secteur et qui dépasse en fait, qui dépasse uniquement le fait d'accorder ou non les points à tel et tel film, c'est-à-dire de prendre le temps aussi de penser, réfléchir, être aussi un lieu qui puisse être un lieu d'accès aux outils, comme on le disait auparavant, c'est-à-dire qu'il y aurait un secrétariat et que ce secrétariat centralise en fait les demandes au moment d'un incident, mais aussi en amont, éventuellement. Enfin voilà. Et ça peut être. Ça, Madame Bonmarchand, c'est le rôle des structures qui existent déjà. C'est le rôle des pouvoirs publics aussi de faire évoluer et de faire avancer les textes. Il y a un volet législatif, mais il y a aussi un volet réglementaire. Et ça, c'est aussi ce qui existe déjà, c'est-à-dire les commissions paritaires, les CHSCT, tout ça, c'est leur travail. Donc, c'est pour ça que moi, je vous lis, je suis très intéressé par tout le travail que vous avez fait et je pense qu'il y a vraiment beaucoup à prendre pour améliorer les choses. Mais est-ce que ce n'est pas renforcer les structures qui existent plutôt que de créer une commission qui pourrait être, suspecte de comment elle a été créée, quel est son fondement juridique, etc. etc. Oui, c'est tout simplement ça. Vous avez raison, c'est à la fois renforcer, mais aussi réunir les ressources. Oui. On est d'accord. Voilà. Merci, on va passer aux questions de nos collègues. Alors, il y avait M. Taverne et M. Mazard, donc je vous propose, M. Taverne, de commencer. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, alors merci pour vos propos. Moi j'aurais une question notamment à poser à Madame Girard. Vous avez évoqué, d'ailleurs c'était extrêmement intéressant, puisque la semaine dernière nous avons auditionné Sarah Forestier. Et vous avez à un moment indiqué qu'un tournage
l'équipe serait réticente à travailler avec quelqu'un qui serait accusé ou alors qui serait en cours de procédure judiciaire, que ce soit un acte délictuel ou criminel. Et elle nous a dit qu'au-delà des clauses d'assurance, il pourrait y avoir également, pourquoi pas, la création d'un statut d'accompagnateur, c'est-à-dire pour surveiller l'individu sur les tournages. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Merci. Alors, peut-être qu'on va prendre la deuxième question, si ça vous embête pas, Monsieur Mazard, et puis vous répondrez après. Merci, Madame la Présidente. Merci, Mesdames. Allumer les deux. C'est bon, ça marche? Oui, merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur. Merci, Mesdames, pour votre présentation. Et veuillez m'excuser, je suis arrivé avec quelques minutes de retard. Moi, je suis assez d'accord avec le rapporteur quand il dit effectivement que je ne connaissais pas, moi, cette notion de film imbibé, mais c'est normal, c'est nouveau. Mais je pense que, bien évidemment, ça va forcément nuire au film et à la notoriété qu'il pourrait avoir dès le début de sa diffusion. Mais donc, ces notions de film abîmé et de non-mise en lumière de quelqu'un qui aurait pu être effectivement pointé du doigt à l'occasion notamment du tournage, et dont on peut penser effectivement qu'il n'a pas à venir prendre la lumière d'un film avec les accusations qui sont portées contre lui, contre elle, la personne. Ah, c'est celui-ci. Oui, parce qu'en fait, les micros déclenchent la caméra, et donc on avait un siège vide, ce qui est quand même très dommage compte tenu de la qualité de votre question, Monsieur Mazard. Merci, Madame la Présidente. Et c'est toujours la difficulté qu'on a avec des mesures qu'il faut prendre et qu'il est nécessaire de prendre, mais avec... C'est bon, c'est une bonne réalisation, et celui de la présomption d'innocence. Imaginons donc au bout du bout, avec une enquête qui serait menée sur le plan pénal, et qui ne pourrait démontrer la culpabilité de la personne qui a été pointée du doigt. Comment vous prévenez des difficultés que vous pourriez avoir, vous rencontrer sur le plan notamment financier, d'actions qui pourraient être engagées contre vous, parce que justement vous auriez empêché une personne de prendre la lumière, ou vous auriez empêché les autres membres de l'équipe finalement de bénéficier des retombées à 100% d'un film qui aurait été considéré dès le début comme un film abîmé. Alors est-ce que justement ce sont des éléments qui sont pris en compte par les assurances lorsque vous allez contractualiser avec une compagnie d'assurance? Est-ce que vous allez anticiper ces éventuels recours qui pourraient être faits contre vous sur cette notion de non mise en lumière, sur cette notion de film abîmé? Voilà, comment vous arrivez à concilier ces grands principes qui sont celles de la prévention que vous devez apporter dès le début avec le recueil des paroles des personnes donc, qui se disent victimes, mais aussi celui de la présomption d'innocence et au bout du bout des personnes qui pourraient obtenir réparation ou qui voudraient obtenir réparation si la présomption d'innocence n'a pas été respectée les concernant. Merci, pardon, mais je pense qu'on va minuter les questions parce que sinon on va y aller. Madame Bourouard. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Mesdames, tout d'abord, merci de votre présence ce matin dans cette commission. Moi, c'est une question très très simple et assez rapide. J'aimerais savoir si vous avez mis en place des indicateurs pour mesurer l'impact de votre modèle. Est-ce que, par exemple, des retours sur la rapidité d'intervention, la satisfaction des personnes concernées qui ont été violentées, et puis peut-être aussi un retour d'expérience des victimes parmi les témoignages que vous avez recueillis, quelles ont été les attentes et comment on pourrait les améliorer encore plus? Voilà. Merci à vous. Alors, pour répondre à la question du statut d'accompagnateur, le droit du travail n'autorise pas du tout le producteur à mettre en place de telles mesures quand la situation n'est pas dans le cadre du contrat de travail signé par le producteur et les techniciens. Et je vous répondais, monsieur, sur la question d'accompagnateur. Parce que quand ça se passe ailleurs, sur un autre film, et qu'en plus, là, en l'occurrence, moi, dans l'affaire que j'ai rencontrée, c'était sur la base d'un article de presse qui s'est avéré en plus être erroné, et qui donc pointait du doigt un technicien qui, lui, contestait les faits.
et il n'y avait aucune procédure judiciaire en cours. Donc, à ce titre-là, d'appliquer une mesure pour ce technicien sur le film que moi je produisais, en lui mettant un accompagnateur qui était une façon de dire que je suivais ce qui avait été dit dans un article de presse, le droit du travail ne me le permet pas. Moi, je vais essayer de répondre à votre question, monsieur le député, sur les films abîmés et leur accompagnement. Vous mettez, je pense, le doigt sur un point qui est très important, c'est que quand il y a un signalement de fait de violence, c'est un phénomène psychosocial. Ça a aussi des conséquences économiques qui sont très lourdes. Ça touche aussi à la notion d'œuvre collective, qui est un film. Et en effet, le sujet, c'est de dire, une fois qu'on a fait cette grande distinction entre les films abîmés qui ont été accompagnés et réellement pris en charge et les autres, finalement, c'est une manière qu'on a trouvée, qu'on a cherché, en tout cas, pour à la fois, encore une fois, en prenant d'abord bien en charge le signalement de fait de violence, la victime, de dire comment on peut quand même permettre à ce film de sortir finalement. Et en fait, il faut quand même pas se tromper. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un moment où ce sujet a été complètement silencialisé, je sais jamais comment on dit. Bon, en tout cas, silencié, voilà. Et ça n'allait pas. C'est-à-dire qu'il y a des films qui sortaient et il y avait des faits de violence qui étaient plus ou moins su, souvent plutôt moins que plus. Ça n'allait pas. Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a des films dont on sait, plus ou moins, qu'il y a eu un problème, en tout cas il y a eu un signalement de fait de problème, et ces films-là, ils sont même plus vus à certains endroits, dans certains festivals, qui sont pourtant des lieux où la carrière d'un film va être déterminante. Donc d'un côté, ça ne va pas de montrer des films où il y a eu une silenciation, de l'autre côté, ça ne va pas de même pas regarder des films qui, si encore une fois la violence, quand elle est survenue, a été accompagnée, devrait quand même pouvoir au moins être vue. Et si la qualité du film est considérée comme bonne et qu'il a été bien accompagné et qu'on l'accompagne aussi au moment du festival et au moment de sa sortie, voilà, je pense que voilà, c'est le chemin extrêmement étroit qu'on est en train de chercher, en fait. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Question sur est-ce qu'on pourrait nous le reprocher? C'est aussi ce que prévoit notre charte, qui se signe à froid, indépendamment de tout acte, c'est-à-dire que toute personne sur un tournage doit accepter que s'il y a un problème dans lequel il est mis en cause, a posteriori donc, il accepterait le principe de la non-mise en lumière. Donc il faut que ça devienne une culture collective, parce que l'idée, Fabienne l'a rappelé, c'est que un agissement d'un seul ne doit pas sacrifier le travail de tous. Je vous remercie pour ces réponses, monsieur le rapporteur, et après moi j'ai encore 2 questions. Allez. Oui, merci. J'aimerais revenir sur un point que vous soulevez, qui est un point assez important, il me semble, sur ce que vous dites être des injonctions contradictoires entre le Code du travail et le droit d'auteur. Et c'est vrai qu'il y a des questions qui peuvent se poser. Sauf erreur de ma part aujourd'hui, sur la question du réalisateur, parce que c'est peut-être là qu'il y a un sujet. Le réalisateur, si je me trompe, vous me dites, aujourd'hui, quand il est embauché par une production, et généralement, il a 2 contrats. Il a un contrat de technicien, réalisateur, et d'ailleurs c'est cette partie-là qui lui donnera accès à l'intermittence du spectacle, et il a un contrat d'auteur, pas tout le temps, mais s'il est auteur du film, s'il est réalisateur du film, ou alors justement, moi il me semble qu'il est aussi auteur de l'œuvre qui est constituée par le film. Et donc là où vous nous dites qu'il y a un problème, il y a une difficulté, c'est que le Code du travail permet à la personne d'être mis de côté, d'avoir des mesures conservatoires pour protéger l'ensemble de l'équipe. Et ça, vous l'avez fait par de la manière dont vous l'avez fait, et puis on peut peut-être imaginer d'autres manières. Mais il me semble que
s'il continue à faire le film et que le film est entaché justement et abîmé, le droit d'auteur, quel est son statut exactement sur la question de la mise en lumière? Est-ce que c'est toujours son œuvre? Aujourd'hui, il me semble que oui, mais est-ce que et on pourra difficilement y déroger, je crois, dans le cadre de la convention, des différentes conventions internationales sur le droit d'auteur. Donc, comment on fait et quelles pistes vous auriez là-dessus sur ce sujet? À vous, et après je vous poserai des questions. Oui, peut-être vous répondre sur la question des contrats. En fait, les contrats, il y a 2 contrats. Il y a le contrat de réalisateur, mais où il y a également une part auteur. Il y a une part auteur et une part technicien dans le contrat du réalisateur, parce qu'il est auteur de l'œuvre, même quand il n'a pas écrit le scénario, mais le fait même d'en être le réalisateur, il en est également l'auteur. Et par ailleurs, lorsqu'il a participé à l'écriture du scénario, il a un 2e contrat où il est auteur du scénario. Exactement. Donc, pardon. Alors, donc sur la question de est-ce qu'il doit rester auteur, c'est ça Non, c'est comment on fait, parce que Madame Girard. En fait, la contradiction, elle est que quoi qu'il arrive en France, le réalisateur a ce qu'on appelle le final cut, et que c'est le seul qui a le droit, en respect du droit d'auteur, de signer l'œuvre. Et tous les partenaires qui viennent financer un film investissent dans un film et choisissent d'être partenaires de ce film parce que c'est l'œuvre de telle personne. Donc la difficulté que l'on rencontre, c'est en vertu du contrat d'auteur qui est signé, on ne peut pas décider au milieu du film de changer le réalisateur et de dire que finalement ce sera l'œuvre de quelqu'un d'autre. Donc c'est... Dans les clauses contractuelles, il peut parfaitement y avoir des clauses qui vont stipuler que si l'auteur a commis un acte, il n'est plus auteur. Et que ça s'appelle une rupture de contrat. Je pense que ça doit être possible. On peut parfaitement imaginer... Alors, nonobstant la question du scénario, si les scénaristes, c'est vrai que là, il peut y avoir un sujet, mais à mon avis, on doit pouvoir imaginer, et aussi ça doit pouvoir se faire, la clause fait que il a fait une faute, il est licencié, et par-delà même, il n'est plus auteur du film. D'ailleurs, la preuve, il ne le finira pas. Ce n'est pas lui qui va le finir, et ça sera peut-être un autre réalisateur. Je précise en complément que ça se produit sur Netflix, par exemple. Il y a des contrats qui permettent de changer de réalisateur au milieu. Voilà. Oui, alors là, on arrive sur la question du sacro-saint droit d'auteur français. Et qui est en tout cas en cinéma un peu différent de ce qui se fait en audiovisuel. Et je le redis, que les partenaires d'un film, un distributeur peut tout à fait décider de finalement pas sortir le film si le réalisateur a changé. Donc je ne crois pas qu'il faille juste dire c'est possible, il suffit de le changer. Dans les faits, dans la pratique, même les comédiens, il y a des comédiens qui acceptent de faire le film parce que c'est un film de tel réalisateur. Mais on a même, nous, le public, le même réflexe quand on va voir une mise en scène au théâtre de n'importe quel metteur en scène, ce sera jamais la même œuvre, quand bien même c'est une œuvre de patrimoine, que la même œuvre mise en scène par quelqu'un d'autre. Donc la question du droit d'auteur, elle est quand même là malgré tout. C'est le regard d'un auteur sur la façon de faire un scénario. Et surtout la question de la culpabilité de la personne. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il est mis en cause qu'il est coupable. Et le temps de la vie d'un film, que ce soit son tournage, mais même son exploitation, n'est pas forcément le même que celui de la justice. Donc on n'aura pas forcément une réponse judiciaire pendant le temps de l'exploitation du film. Alors, il y a une situation dont on n'a pas trop parlé, qui est dans le cas où il y a un non-lieu par la justice, dont on sait quand même qu'il n'y a que 0,6%, ou 0,7% des viols, par exemple, qui sont condamnés en France, ce qui fait qu'il y a quand même un espace très large de dénonciation qui ne se termine pas par une condamnation. Donc, une personne qui, une fois que la justice est passée, est-ce que vous avez réfléchi à cette situation, si les équipes, par exemple, refusent de
de travailler avec la personne, enfin comment vous imaginez la chose. Et puis moi j'avais 2 autres petites questions qui est pourquoi, quelle a été la motivation de la création de votre groupe en dehors des organisations déjà constituées? C'est-à-dire pourquoi vous avez ressenti le besoin de vous positionner, de vous constituer en dehors des syndicats, des commissions déjà existantes. Et puis il y a quand même aussi une limite qu'on n'a pas abordée, mais qui sans doute est difficile à aborder dans le cadre de cette commission, c'est qu'on sait que dans un milieu aussi petit finalement que celui dans lequel vous évoluez, il y a des espèces de réseaux de loyauté, formels ou informels. Et du coup, comment garantir que les instances que l'on mettrait en place soient au moins un peu éloignées de ces réseaux de loyauté? Comment vous imaginez les choses? Alors peut-être sur l'origine du groupe et pourquoi est-ce qu'on a décidé avec Alice de s'auto-saisir justement de cette question. Déjà, c'est parce qu'on sortait d'une situation où on s'était senti très seul, où on avait vécu aussi une forme de traumatisme, c'est-à-dire qu'on parlait de la formation, on n'a pas répondu sur la question de la formation des producteurs, mais je veux dire, il y a autant de formation de producteurs que de producteurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une formation, il y a la FEMIS, etc., mais moi, par exemple, j'ai fait un IEP, donc des études de sciences politiques, Alice, des études de droit. Il y a des gens qui deviennent producteurs en ayant une expérience de plateau, donc la direction de production, la régie, etc. Enfin, il n'y a pas une formation unique. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous qu'il y ait aussi cette idée en fait, de la formation continue, qu'il n'y ait pas une seule formation une fois dans notre vie, mais que cette formation continue, elle soit sur toute le temps de notre l'exercice de nos fonctions. Et pourquoi? Parce qu'on a justement eu le sentiment qu'on se retrouvait seul à devoir prendre des décisions dans un temps extrêmement court, avec des incidences financières extrêmement importantes, avec réputationnelles, avec une relation avec nos partenaires qui était extrêmement tendue, et avec les équipes. Donc c'est vrai qu'on a vécu toutes les deux des situations complexes et on a réagi en fonction aussi de notre culture féministe. Honnêtement, c'était aussi lié à ça et aussi à ce qui était déjà existant, mais qui nous a semblé pas complètement complet, quoi. Donc on avait envie de comprendre pourquoi on se retrouvait dans ces situations, pourquoi il y avait un problème systémique dans notre secteur d'activité et comment trouver des solutions pour que ça s'arrête et qu'on puisse travailler. On n'a pas de passion particulière, comme le disait Clémentine Charlemagne du collectif 50-50 pour la violence. Nous, on a une passion pour le cinéma et on a envie, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir exercer notre métier dans la joie, dans la sécurité et de pouvoir continuer à faire des œuvres qui racontent le monde, qui sont importantes et pour le coup, je le jure, en est une, puisque c'est un film sur la justice et qui est nécessaire. Donc, pouvoir continuer à porter ces projets, pouvoir continuer à porter ces films, c'est ça ce qu'on a envie de faire. Donc, on a pris ce temps qui a été un temps sur notre travail, puisque pendant un an, on y a consacré énormément de temps et on a aujourd'hui envie aussi que ce soit pris en charge par d'autres et qu'on puisse reprendre nos activités sereinement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'a aussi pas travaillé dans le cadre d'organisation, parce qu'on voulait vraiment que ce soit un lieu transversal, et ça n'existe pas dans les organisations. Et il fallait donc que chacun puisse porter une parole libre, bienveillante. On a beaucoup parlé de cette question de débattre avec bienveillance, de ne pas être d'accord forcément, mais de pouvoir chacun exprimer son point de vue. Et c'est la raison pour laquelle il nous a semblé que le meilleur moyen d'être collectif et transversal, c'était indépendamment des organisations. Mais maintenant, il est en effet indispensable que ce soit les organisations et les pouvoirs publics qui se saisissent de nos travaux. Là, c'est un camp de base de réflexion. C'est pour monter encore d'un cran le progrès sur ces questions. Et la balle est
dans notre camp des organisations professionnelles, dans le vôtre les pouvoirs publics. C'est ça notre espoir aujourd'hui. Et pour finir, sur votre question sur quand il y a eu un non-lieu ou une relaxe, il faut reconnaître qu'il y a 2 questions qu'on n'a absolument pas réussi à trancher, à traiter, à trouver des solutions qui soient constructives. C'est la question de la rumeur. On a été, l'histoire récente lue dans la presse l'a montré, on a été pollué par des rumeurs sur des éventuelles listes de gens qui étaient des agresseurs, etc. Et donc cette question de la rumeur, elle est délicate aussi parce que pour certains, elle est vécue comme une violence. Et donc ça, on n'a pas réussi à trouver des solutions sur cette question. Et à l'autre bout de la chaîne du traitement des violences, la question de que faire ensuite quand il y a eu une décision de justice définitive et que la personne a même parfois été condamnée et purgé sa peine, on peut s'interroger aussi. J'avoue que sur cette question-là, on a beaucoup échangé, chacun avait des points de vue différents et c'était très riche, mais on n'a pas une solution... contrairement à plein d'autres points dans notre rapport. Voilà. C'est la situation la plus compliquée. Sans doute, sans doute. La seule chose qu'on a essayé de faire, c'est de respecter tout le monde, y compris les mises en cause. C'est-à-dire, on leur doit aussi, en tant qu'employeur, respect, sécurité, et c'est ce qu'on a essayé de faire à chaque étape en fait, de notre rapport. Oui, juste peut-être un mot pour dire qu'on n'a pas abordé le fait que notre secteur, c'est une industrie du prototype, ce qui en fait quand même un secteur un peu singulier. Alors c'est vrai que le mouvement MeToo, il est né dans l'univers du cinéma, c'est pas un hasard, c'est aussi parce que c'est un univers de domination qui est particulier, mais aussi... il est né là pour ça, et en même temps, derrière, il y a des porte-paroles absolument extraordinaires qui font bouger la société tout entière. Donc on a aussi envie peut-être de dire que le cinéma, on est beaucoup pointé du doigt sur ces sujets. Il y a quand même à beaucoup d'endroits dans ce groupe et bien au-delà des gens qui vraiment prennent le sujet très sérieusement, qui font des propositions et qui, ces propositions, on espère qu'elles vont aboutir sur des choses concrètes dans notre secteur, mais bien au-delà, et qu'on sera aussi en fait peut-être une voie d'inspiration pour d'autres secteurs voilà, dans la culture et au-delà, et puis pourquoi pas dans la société tout entière. Eh bien, il me reste à vous remercier très chaleureusement et pour le travail que vous avez effectué et pour cette audition, et vous dire qu'évidemment, nous allons sans doute nous en inspirer. Oui, nous en inspirer pour le rapport final, ça c'est dans les mains, dans nos mains, mais aussi pour la loi après, parce que l'idée est quand même de transformer toutes ces auditions en une proposition de loi transpartisane qui permettrait vraiment de protéger les personnes sur les lieux où elles sont en danger actuellement en raison de ces violences systémiques. Je vous remercie énormément et je vous souhaite une bonne journée.